Ô capitaine, mon capitaine, malgré les journées qui rallongent, me voici bloqué à l'intérieur un jour de pluie, moi qui passe ma vie dehors d'habitude. D'habitude. On n'en a plus beaucoup depuis 2 ans qu'on ne peut plus bouger. 2 ans que c'est plus une patte blanche qu'il faut montrer. C'est ton arbre généalogique sur 5 générations. 2 ans que t'es un délinquant si tu bois un café debout. Un dingue si tu reçois 6 potes à la maison. Il y a même eu un moment où t'étais un fada si tu sortais de chez toi pour aller faire 2 courses. Pour un mec qui aime parcourir le monde, ça a fait mal ça. Parce que moi, c'est là, dans les bistrots du coin ou du bout du monde, en laissant traîner l'oreille à la table d'à côté, en écoutant les conseils des locaux, en me fondant dans la culture locale comme un caméléon que j'ai appris à aimer l'être humain, à faire confiance en l'humanité. Les bistrots, c'est le parlement du peuple. On y entend autant de conneries que de belles choses. Tu y découvriras plus de choses que dans tous les journaux, et si tu sais un peu t'adapter, il se pourrait même que tu y fasses de bien belles rencontres. Dans ces troquets de Lima et son pisco sour, de la baie de Wellington et son funiculaire, des hôtels de Katmandou où je m'autorisais un petit-déj histoire de ne pas payer un autre repas le midi, du Belize les pieds dans l'eau, des pubs des Galway et Dublin, leur bière et leur musique enivrante, des tapas de Grenade, de la Inano de Rangiroa au quartier d'Aberdeen à Hong Kong, du chai matinal du New Delhi au monastère tibétain de Dharamsala, c'est là que j'ai grandi. C'est dans cette somme de kilomètres avalés que j'ai pu démarrer tout ça. 16 voyages, pas un coup de travers. Ça te gonfle la confiance en l'autre, ça. Et moi, l'autre, j'aime ça, tu vois, fondamentalement. J'aime ce miroir, cette autre personnalité, cette façon différente de porter des gènes pas si différents des miens. Là où il y a des gènes, il y a du plaisir. C'est avec ce miroir que je me suis construit, et maintenant, on me l'enlève en m'isolant de lui et de ces contrées lointaines qui ont tant fait chavirer mon âme. Dur, mais pas rédhibitoire. Suffit de changer de regard sur tout ce qui arrive, encore une fois. Vraiment, je t'assure, c'est pas grand-chose. Arrête de courir après une vie que t'as déjà. T'as tout sous la main, tout devant les yeux. Tout est dans ta manière de voir les choses. Tu vois le verre à moitié vide ? Verse-le dans un verre plus petit, tu verras. Ça va de suite mieux. Un soir de 1995, seul au fin fond du Pérou avec mon sac à dos et mes baskets, j'ai pu expérimenter ce que c'était que la faim. J'étais parti solo, et franchement, quand j'y repense, je planais un peu. À l'époque, pas de téléphone portable. Une connexion internet de temps à autre et roule ma poule, t'inquiète, ça va bien se passer. Une jolie expérience maintenant que j'y repense et que j'ai le ventre plein, mais sur le coup, ça fait tout drôle. Tu découvres alors le paradoxe de l'homme moderne, qui a des ronds sur son compte en banque mais qui a dépassé son plafond de retrait, un jour où les banques sont fermées. L'apprentissage à la dure. Ce qui se revendique comme l'espèce la plus évoluée sur Terre n'a même plus accès à ce qu'elle pense être sa richesse, sa thune. Ce soir-là, à 10 000 km de chez moi, à 19 ans, j'ai des traveler chèques plein la poche, mais le ventre vide et le vague à la main. Et ouais, le papier ça nourrit pas. Je suis parti sur un coup de tête, moi qui n'avais jamais eu encore l'occasion de sortir de France, qui ne savais rien faire d'autre que d'imaginer ces paysages dans mes rêves les plus fous. C'est lors de ce premier trip, dont j'ignorais encore l'aspect initiatique, que je vais vivre pour la première fois un voyage intérieur, au tréfonds de mon esprit, et comprendre qu'il y a bien des façons de vivre l'aventure et qu'elles s'enrichissent les unes des autres. Enfin. Je sentais qu'il se tramait quelque chose au fond de moi depuis quelque temps, après les lectures de Ernest Hemingway, Jack Kerouac ou Alexandre Jardin. Je sentais venir la mue de l'adolescent vers l'homme. Je pressentais que les mots, les idées et les émotions peuvent surgir à tout moment pour celui ou celle qui y est un tout petit peu attentif. Ça tombe bien parce que déjà, à cette époque, j'aimais bien les mots. Je les ai emmenés avec moi. Parfois même, ils sont revenus ici, sous forme de carnets de voyage ou de lettres envoyées à quelques privilégiés. C'est à l'occasion de ce premier grand voyage que je vais comprendre que chez moi, c'est partout en réalité, puisque mon pays c'est ma tête, mes billets d'avion mon imagination, mes visas c'est moi qui les tamponne, et que je suis libre de voyager en permanence. Le voyage m'a offert la liberté. Partir, c'est une manière de se rapprocher de soi, paradoxalement. Mais on peut aussi voyager très loin sans bouger de chez soi. Les deux aspects du voyage sont là. J'ai découvert autre chose en voyageant. J'ai découvert qu'un voyage, ça se prépare, ça se vit, et ça remplit de souvenirs. Avant, pendant, après. Et ça, c'est transposable plus généralement à tous les projets qu'on peut se donner, qui nous mettent en mouvement, qui offrent une ligne directrice à celui ou celle qui lance cette dynamique. Aussi infime qu'il soit, ton projet de voyage te permet de vivre pleinement cette triple dynamique et deviendra à coup sûr une belle fabrique à souvenirs, une fois que tu auras osé le réaliser.
Depuis ce fameux soir où la faim m'a amené à réellement être à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de moi, à analyser les sensations pour mieux les accepter et les contrôler, j'ai composté un billet pour un voyage infini, qui m'emmène sur les rivages insoupçonnés de mon âme. Ce qu'il y a de bien quant à cette capacité à explorer ton monde, c'est que tu peux le faire de n'importe où. Tu vois, là, je suis assis à la terrasse d'un café de province, même pas au bout du monde, en chemin vers un moment de travail comme un autre, mais aussi et probablement surtout en chemin vers moi-même, et du coup, vers toi. Dans cet instant complètement quotidien, en prenant simplement le temps de me poser, je m'évade vers ce monde intérieur qu'on connaît tous. Ma différence, c'est peut-être simplement que j'arrive à ne plus le subir comme on le fait trop. Comment ? Pas de recette bien sûr, mais probablement en étant à l'écoute des pensées qui arrivent, en acceptant ce qu'elles sont, positives ou négatives, liées à la joie ou à la colère, à l'amour ou à la haine parfois, et en les laissant passer. Ou en les couchant sur papier. Si tu es capable de ne pas offrir d'aspérité à ces émotions, elles ne sont plus tes maîtres, elles deviennent ce qu'elles sont, des réactions chimiques qu'on vit tous, toujours, tous les jours, 100 fois par jour. L'émotion, c'est ce qui te met en mouvement ou te bloque, selon ce que tu lui donnes comme importance. Et on ne nous apprend pas à les accueillir, à les accepter, à les comprendre pour mieux les gérer. Elles s'apprennent sur le tas, dans l'action, probablement le meilleur mode d'apprentissage qui soit. Le voyage, c'est une salle de classe à ciel ouvert. Un autre café, s'il vous plaît. Ça y est, 10 minutes que je suis là, et elles sont passées. Mes contrariétés professionnelles, elles existent, pour de vrai. Mais ça y est, elles sont loin. Elles sont passées pendant 2 minutes à travers mon cerveau, puis elles sont parties. Elles font partie de ma vie, mais ne me définissent pas en tant qu'être humain. C'est là l'erreur que l'on fait souvent, tant l'ego définit ce que nous sommes si nous n'y prêtons pas garde. Alors bien sûr, cette capacité à voyager intérieurement est renforcée par les vrais voyages, car ils nous permettent de confronter l'imaginaire et la réalité, le rêve et le réveil. Prendre un avion, un train ou faire du stop, c'est accepter l'idée de partir loin de chez soi. Et cette symbolique met en mouvement la locomotive intérieure, qui peut alors nous emmener sur nos chemins noirs à nous. Là, en marchant vers toi-même, tu vas découvrir ce qui compte vraiment, ta capacité à endurer la difficulté de la randonnée, à ouvrir les yeux et le cœur pour de vrai, à ressentir ce qui circule au fond de toi, à choisir enfin tes propres itinéraires. Et si t'aimes pas la randonnée, pas de souci, il y a 1000 autres manières de te mettre en mouvement. Et quand tu pourras à nouveau découvrir le monde pour de vrai, si toi aussi tu as pris le temps de ce voyage intérieur, ce que tu y verras sera filtré par des yeux plus grands, par un cœur plus ouvert, par une sensibilité plus à même d'accepter ce que le monde t'offre réellement, parce que tu seras devenu ton propre voyageur, pas celui qui consomme inutilement de l'offre préconstruite, de la pensée prémâchée par la télévision pour nier ce que sont les individus, un seul programme pour chacun, et pour personne en particulier. Tu ne seras plus cette cible visée par les gens du marketing, plus ce compte en banque ambulant, et tu seras plus riche. Tu seras celle qui décide de partir, qui prend une carte du monde comme on prenait une carte au trésor, et tu partiras alors vers une destination, en la rejoignant en suivant ton propre itinéraire, le meilleur forcément, puisque ça sera le tien. Quand tu seras parvenu au bout de ce chemin, n'hésite pas à m'envoyer une carte postale. J'aimerais savoir où tu es allé, qui tu as rencontré, mais surtout quel chemin tu as emprunté. Et tu me raconteras tes vacances, comme je vais te raconter les miennes. Ça y est, on y est. La dernière semaine a été plus longue que les autres. Einstein avait raison, le temps, c'est quelque chose de relatif. Quand tu attends quelque chose, c'est toujours plus long. Et là, l'attente a été interminable tellement je les attendais ces vacances. Vendredi soir, 18h, la voiture est enfin prête, il y en a de partout, même dans la boîte à gants je crois. On a passé la semaine à tout préparer, histoire de ne manquer de rien pendant ces quelques jours rien que pour nous. Comme on part pas souvent, on essaye de bien faire les choses pour que chacun passe les moments qui vont bien. Et franchement, de mon côté, c'est le grand kiff d'essayer de penser à tout, même si je sais qu'on oublie toujours quelque chose. Les petites attentions, c'est devenu ma forme d'intelligence à moi, tu vois. C'est venu naturellement depuis l'an dernier. J'ai vraiment mis en œuvre ce que j'ai écrit dans le bouquin. Ce petit artisanat quotidien de l'amour et de l'amitié, cette abnégation à créer les conditions du bien-être de l'autre. Et tu veux que je te dise ? Eh ben, ces tout petits riens ont un pouvoir de transformation énorme. Alors oui, pour celui qui les reçoit, ça embellit la vie, j'imagine. Trouver son jus d'orange frais le matin, avoir sa bougie qui scintille en buvant son café, rentrer du boulot en trouvant un joli mot sur un post-it rien que pour soi, découvrir une enveloppe dans son blouson après être parti de la maison, avec à l'intérieur une photo de nous, être surpris en rentrant de découvrir une jolie table et la cocotte pleine de saveurs, recevoir un petit SMS comme ça, pour rien. Ces petites attentions désintéressées, c'est ce qui montre simplement comment on tient à l'autre. Alors, bien sûr, quand on a les moyens,
On peut aussi très bien partir pour un week-end à Venise, hein. J'ai rien contre évidemment. Mais encore une fois, cela met au milieu la question des moyens et engendre une forme d'inégalité dans l'attention. Et je trouve même que cela la rend moins puissante pour tout te dire. Comme si ces choses-là pouvaient se monnayer, alors qu'en fait, quand on dit « c'est l'attention qui compte », c'est surtout le temps que l'on a pris pour mettre en place quelque chose qui égayera la journée de quelqu'un, pas son coût. On peut accorder une valeur importante à quelque chose qui n'a pas de grande valeur financière, tu vois. Un mendiant peut aimer 1000 fois mieux qu'un millionnaire. Alors là, ce soir, mon attention, ça a été de préparer les petits trucs que chacun aime dans la voiture pour que le trajet se passe le mieux possible. C'est moi qui conduis, habitude collective, et puis ça me plaît de conduire, surtout la nuit. Le défilement des bandes blanches et des lumières renforce encore mon imaginaire, et la machine à penser se met en route. Si on avait de quoi transférer directement ses pensées conductrices sur un cahier, j'aurais déjà écrit 50 bouquins. Ce soir, on part comme avant à l'aventure, à l'écoute des envies de chacun, et chaque soir, à l'heure de l'apéro, on se réunira pour envisager ce que l'on fera le lendemain, si on décide de poursuivre la route ou de rester encore une nuit sur place. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été un mode de vacances qui m'a plu, cette longue route de l'inconnu, où l'on ne sait pas encore où l'on va atterrir. Retrouver tes 20 ans dans ta tête. Tout l'inverse de la vie quotidienne en quelque sorte, où, à quelques détails près, tu connais ton emploi du temps de l'année, en gros les tout petits temps libres que tu vas avoir, et pour certains presque les menus de la semaine. Angoissant ce manque de spontanéité dans lequel nos modes de vie adultes nous enferment, affreux même, très vilain, mais vrai. Depuis toujours, celui ou celle qui me dit « T'as 10 minutes pour faire ton sac, on se casse !» Je lui fais une statue. C'est comme ça que se sont déroulées mes toutes premières vacances de jeune adulte. Même si j'étais parti une paire de fois adolescent sans les parents, bien sûr, là, c'était pas pareil. Là, c'était solo, sans les vieux justement. Sans les horaires pour manger, se lever ou faire à bouffer, sans les devoirs, mais avec les droits. Et surtout avec les potes, la deuxième famille qu'on se construit à cette époque de la vie. On avait décidé ça juste après le bac, un peu comme un fuck au système. Rebelle mais pas punk, on avait décidé de bosser en juillet pour financer le bordel et puis hop, c'était parti. On ne savait pas trop où l'on allait, si ce n'est en Corse. Pourquoi la Corse ? Si tu me poses la question, c'est que tu n'y es jamais allé. Eux, ils roulaient à moto et moi en 2 chevaux. La voiture balai en quelque sorte, ou plutôt la voiture logistique. On mettait tout le matos derrière et eux se tiraient devant à toute berzingue, taillés du virage, pendant que ma Dush et moi, elle décapotée et moi décontracté du gland, on prenait notre temps, avalant lentement les kilomètres sinueux et poétiques des routes du pays. C'est là, sur les petites routes de Balagne, entre Corbar et Sant'Antonine, puis entre Calvi et Porto, puis plus loin encore sur la route du col de Verge, au-dessus des Visas, que j'ai découvert la liberté que pouvait offrir le fait de partir en vacances. C'est durant ces longs moments en solo, en accueillant la beauté infinie de ces paysages naturels entre mer et montagne, à conduire ma bagnole toute pourrie mais aux amortisseurs faits pour ce type de route, qu'apparaîtront peu à peu les pièces du puzzle, que je vais prendre le temps de réfléchir aux choses importantes, mettre à jour mes prochains objectifs, faire le point sur mes relations, prendre le temps d'être avec moi, quoi. C'est dans ces paysages si simples mais tellement somptueux que tout va se mettre en place, que je vais comprendre que c'est le mouvement vers le monde, la découverte des autres et d'autres contrées, qui constitue la nourriture dont je vais avoir besoin toute ma vie. Le bonheur, c'est bien, mais ça n'a de valeur que si tu le partages. C'est cette découverte qui me poussera souvent à rentrer avant la date prévue de mes voyages solo, saoulé de solitude, gavé de silence, repu de moi. Ces voyages qui forment la jeunesse, dit-on, forment aussi la sagesse, croyez-moi. Et je dis tout ça en sachant que c'est là aussi, lors de ces soirées trop arrosées au camping, le soir venu, les moteurs de nos véhicules enfin au repos, que la sagesse n'était pas convoquée, loin de là. Des fois je dis « Je donnerais un rein pour avoir 20 ans rien qu'une semaine ». Désolé pour ceux qui n'en ont plus qu'un, mais c'est façon de dire que waouh, c'était bon cette époque, et y retourner, ne serait-ce qu'un court instant, mais avec l'état d'esprit d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait bon. Voilà, c'est là tout le paradoxe du voyage. Il est nécessaire de quitter son chez-soi pour mieux avoir envie d'y retourner. J'ai toujours adoré partir, mais j'ai toujours aimé revenir aussi. L'idée qu'il existe un chez-soi, comme la racine d'un arbre, nourricière, rassurante et protectrice, aide probablement à quitter momentanément cet espace connu et maîtrisé pour partir à l'aventure. C'est aussi loin de chez soi que l'on va s'autoriser de nouvelles rencontres, des expériences qu'on se serait interdites ici, qu'on va apprendre de nos limites et de nos audaces aussi. Ces voyages physiques ouvrent alors la porte à des incursions intérieures de plus en plus nombreuses et profondes. Ces road trips internes modifieront durablement notre façon de lire le monde, d'envisager la façon dont nous voyageons de manière plus profonde et surtout de rencontrer enfin la personne que nous sommes réellement.
Ne dis jamais je t'aime à quelqu'un avec qui tu n'as jamais partagé un voyage. Sois ton propre voyage, sois.